Mesdames, Messieurs, je souhaite d'abord la bienvenue aux actionnaires réunis aujourd'hui en Assemblée générale mixte au siège de la Société sur convocation du Conseil d'administration du 27 février dernier. Je précise que cette Assemblée est retransmise par Teams et que le lien est accessible sur la page Internet de la Société à la rubrique Investisseurs sous l'onglet Assemblée générale. Aujourd'hui, les représentants de la société présents sont tout d'abord Xavier Durand, directeur général, Alain Gervais, directeur financier et des risques, et Carole Litton, secrétaire générale. Je remercie également les administrateurs présents par Teams qui nous écoutent. Je salue enfin Jean-Claude Poli du cabinet Mazars et Ahmad El Ayoubi du cabinet Deloitte et Associés qui présenteront les rapports prévus par la loi. Avant de commencer, je vais constituer le bureau. Donc, je préside l'Assemblée dans ma qualité de président du conseil d'administration de Coface SA en application de l'article 23 des statuts. Pour la constitution du bureau, j'appelle aux fonctions de scrutateurs les représentants des deux actionnaires ayant le plus grand nombre de voix et ayant accepté cette mission. Monsieur Thibault de Voilemont, qui représente Arch Financial Holdings, et Madame Ariane Ayat, qui représente Edmond de Rothschild Asset Management, que je remercie de leur présence. Je propose également au bureau de désigner Madame Carole Litton comme secrétaire du bureau et je lui passe la parole pour l'ensemble des autres formalités d'ouverture. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, on va commencer par le quorum. Le nombre d'actions à prendre en compte pour le calcul du quorum s'élève à 149 454 747, représentant 149 454 747 voix. La feuille de présence indique que les actionnaires ayant exprimé leur droit de vote possèdent d'ensemble 104 803 800 actions, soit 70,14% des actions ayant droit de vote. Cette assemblée se tient sur première convocation. Le quorum requis, soit le cinquième des actions ayant droit de vote pour l'Assemblée générale ordinaire, s'élève à 29 890 950 actions. Le quorum requis pour l'Assemblée générale extraordinaire est du quart des actions ayant droit de vote, soit 37 363 687 actions. Le quorum est donc réuni. L'Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer. Tous les documents devant être communiqués aux actionnaires avant l'Assemblée conformément à la législation sur les sociétés commerciales, ainsi que les statuts, ont été tenus à leur disposition au siège social, publiés sur le site de la société ou transmis sur demande. Leur liste figure au slide 5 que vous voyez. Ils sont déposés sur la table qui est à droite de la porte. L'ensemble des présentations qui vous seront faites sont dès à présent accessibles sur le site internet de la société, sous la rubrique investisseurs et sous l'onglet Assemblée générale. L'Assemblée générale mixte a été convoquée pour statuer sur l'ordre du jour. Les actionnaires ont pu en prendre connaissance à travers les différentes publications légales et le document d'enregistrement universel. Cet ordre du jour, qui est décrit de manière détaillée dans les slides 6 à 10, comporte, à titre ordinaire, l'approbation des comptes sociaux et consolidés de la société, l'affectation du résultat et la mise en paiement du dividende, l'autorisation donnée à la société d'opérer sur ses propres actions, l'approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les articles L225-38 et suivants du Code de commerce, l'approbation de la rémunération des mandataires sociaux non dirigeants au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approbation dite ex post, l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice au président du conseil d'administration, approbation ex post, l'approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre du même exercice au directeur général, approbation ex post.
l'approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024, approbation ex ante, l'approbation de la politique de rémunération applicable au président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024, approbation ex ante, l'approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l'exercice 2024, approbation ex ante, et enfin la nomination d'un auditeur des informations en matière de durabilité. L'ordre du jour comporte également à titre extraordinaire l'autorisation au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre, la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes, la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec maintien du droit préférentiel de souscription d'actions et ou de titres de capital, la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions ou de titres de capital dans le cadre d'offres publiques autres que celles visées au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier, la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d'actions ou de titres du capital dans le cadre d'offres publiques visées au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. La délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social en rémunération d'apports en nature, la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la société réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'actions de la société en faveur d'une catégorie de bénéficiaires déterminés, et enfin, pouvoir pour l'accomplissement de formalités. Il est précisé qu'aucune question écrite n'a été reçue préalablement à l'Assemblée. Merci Carole. Donc le programme de cet après-midi sera organisé autour de plusieurs temps. Tout d'abord, nous écouterons Xavier Durand, directeur général, qui présentera le point de vue de COFAS sur l'environnement macroéconomique. Et ensuite, Xavier Durand et Fala Gervais, notre directrice financière et des risques, commenteront les comptes de l'exercice 2023, ainsi qu'on fera une performance sur le début de l'année 2024. Et nous écouterons ensuite le collège des commissaires aux comptes, composé des cabinets Deloitte et Mazars, qui se prononceront également sur les comptes. Je présenterai ensuite l'activité du conseil et des comités spécialisés en 2023. Et je garderai la parole ensuite, puisque en raison de l'empêchement de Sharon Macbeth, qui est la présidente du comité des nominations des rémunérations et de la RSE, il me reviendra de faire la présentation des différents éléments relatifs aux rémunérations des mandataires sociaux, non exécutifs et du directeur général. Et enfin, nous aurons une séance de questions-réponses avant que Carole Litton nous présente les projets de résolution pour que vous puissiez procéder au vote. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Xavier Durand. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler un petit peu de l'environnement économique dans des termes assez généraux, puisque vous savez que depuis maintenant 5 ans, depuis 2019, nous avons changé de régime, si je puis dire, d'un point de vue macroéconomique. Il y a d'abord eu le retour, l'arrivée du Covid et donc l'émergence des pandémies, ensuite des blocages de chaînes d'approvisionnement, le début d'une fragmentation, je dirais, du monde tel qu'on le connaissait avant sur le plan géopolitique, l'arrivée de la guerre en Ukraine, les conflits maintenant au Moyen-Orient, les tensions avec la Chine dans le Pacifique. Donc on fait face, je dirais, à un univers moins prévisible, plus volatile, avec un grand retour du risque politique.
et une économie qui est finalement beaucoup plus difficile à prévoir qu'elle ne l'était auparavant. Je dirais que les grands modèles macroéconomiques marchent moins bien que ce qu'on a connu dans les régimes où les règles du jeu étaient plus stables. Alors j'illustrerai simplement, je me focaliserai plus aujourd'hui sur 2-3 grandes questions. La première qui est illustrée sur cette page, qui consiste à dire qu'est-ce qui se passe du côté de l'inflation. On voit bien que 2019, arrivée du Covid, récession un petit peu imposée sur le plan par les mesures sanitaires, puis rebond, renchérissement du coût des matières premières et je dirais démarrage d'une phase inflationniste qui a été largement soutenu par les politiques très expansionnistes que les banques centrales ont mises en place pour soutenir l'économie. Vous voyez que le pic d'inflation à gauche aux États-Unis est atteint milieu 2022, et puis on a je dirais une récession de ce risque, enfin de ce niveau d'inflation très rapide, deuxième moitié de l'année dernière, suivi d'une stabilisation. Donc la grande question, c'est où est-ce qu'on va à partir de là? On n'est plus du tout sur les niveaux de crise qu'on avait connus à 9-10%, mais on est à 3-4%, et c'est au-dessus des 2% que visent officiellement les banques centrales. Alors c'est vrai à gauche pour le dollar, c'est vrai à droite pour la zone euro, peut-être été même encore plus pointu, si je puis dire, hein, puisqu'on est monté à plus de 10% d'inflation. Et puis là, on redescend. Alors, on est plus bas qu'aux États-Unis. On est à 2,5, 3, mais ça reste un peu au-dessus de ce que les banques centrales avaient prévu. Donc, question, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Si on va sur la page d'après, on voit, et c'est corrélé, je le disais, qu'en 2019, on met en place en 2008, à partir de 2008, les politiques monétaires deviennent très accommodantes. On voit que en 2017-2018, ça commence à se normaliser. Et puis on voit que la pandémie arrive et que là, on relâche du lest pour faire face à la crise économique qu'on aurait pu avoir si on n'était pas intervenu. Et puis l'inflation repart, et là les banques centrales font un mouvement complètement sans précédent de hausse des taux. Vous le voyez à gauche, sur le graphique de gauche, là c'est brutal. Et ça monte de façon, je crois qu'on n'a jamais connu une hausse aussi rapide, aussi forte au cours des 30, 40, 50 dernières années. Et ça a des conséquences importantes sur les économies. Vous voyez que ça entraîne les taux souverains à 10 ans qui sont à droite. Donc le marché se dit quand même qu'il va y avoir de la croissance à moyen terme, à long terme. Et donc les taux remontent. Question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Et je pense que les marchés anticipaient que les baisses commenceraient à poindre à partir de ces mois-ci, on va dire. Et puis, compte tenu de la résilience de l'économie américaine, compte tenu je dirais, d'une inflation qui reste au-dessus des cibles, ils ont largement revu à la baisse leurs anticipations de baisse de taux. Donc les taux vont rester plus hauts plus longtemps. Combien de temps, on ne sait pas. Donc vous voyez, ça crée un niveau d'incertitude qui est quand même très important. Il est très difficile je dirais, de le prévoir. Donc ici, vous avez les courbes de croissance du PIB mondial. Vous voyez la récession de 2020 très très nettement. Vous voyez le rebond post-Covid très fort. Et puis depuis, on vit un ralentissement progressif de l'économie mondiale au fur et à mesure que ces hausses de taux commencent à piquer. Et elle pique petit à petit, mais elle pique, c'est sûr. On voit sur le graphique de droite des différences importantes entre les différentes géographies, notamment si vous regardez la partie allemande et Europe centrale, un ralentissement des économies industrielles, c'est net, vers une stagnation, voire une décroissance, qui est aussi le fait, je dirais, du conflit en Ukraine, de la hausse des coûts d'énergie qui en découle pour les Européens, et qui se traduit et qui aussi traduit la difficulté qu'ont les Européens maintenant à exporter autant qu'avant vers la Chine. Donc ces tensions dont on parle partout dans les journaux, elles sont visibles sur les PIB des différentes zones. Ça résiste mieux, bien sûr, quand on va dans les émergents, l'Inde, en particulier les États-Unis, eux, sont relativement stables et continuent d'avoir une croissance, je dirais, relativement respectable, aux alentours de 2%. Donc un monde qui bouge,
une récession, j'allais dire, dans le centre de l'Europe industrielle, hein, qui est quand même, vous savez, pour Coface, un des marchés principaux. Et si vous regardez la page d'après, je dirais une relative stabilité de nos estimations de risque pays. On a plutôt amélioré notre perspective de risque puisqu'on venait d'une période Covid et de tensions assez importantes, mais sur des pays qui sont relativement petits, marginaux, autour de la zone, je dirais des Balkans, autour de l'île Maurice, de la Namibie et des choses comme ça. Les seules évolutions significatives sont une petite amélioration du risque en Belgique et au Danemark, mais rien de très notoire. Je dirais que d'une façon générale, on estime que le risque pays reste à un niveau relativement élevé et à un niveau relativement stable. Donc on est un peu dans l'expectative en se disant qu'est-ce qui va se passer demain. Et je crois que c'est un peu le thème général de notre vision du monde, c'est que quand vous ne savez pas prévoir très bien, eh bien, il faut savoir réagir très vite et il faut être prêt à peu près à tout. Et je pense que c'est une attitude très très raisonnable et c'est ce que Coface essaye de faire pour le compte de ses clients. C'est ce qui fait aussi que je crois notre succès sur le plan commercial. Juste pour illustrer le propos, vous voyez ici les courbes de défaillance d'entreprise année après année. Alors oubliez le détail, mais la courbe rouge, c'est le nombre de défaillances pour les principaux pays de l'année dernière. Donc vous voyez qu'en général, elle se situe à un niveau élevé et en tout cas supérieur au niveau des années précédentes et qu'elle monte. Et puis les points verts, c'est vert, ouais, entourés en cercle, c'est le début de l'année 2024. Et vous voyez, là encore, ça monte. Donc d'une façon générale, dans la plupart des grands pays dans lesquels nous sommes, dans la plupart des grands pays du monde, le nombre de défaillances d'entreprises a tendance à être plus élevé que les années précédentes et continuer à croître par rapport à l'année d'avant. Donc voilà le contexte. Donc c'est un petit peu tendu et les décisions que prendront les gouvernements, les banques centrales, et sur à la fois les questions de géopolitique, les questions d'échanges, de barrières douanières, etc., et les questions de taux d'intérêt, finalement vont un peu déterminer ce qui va se passer dans les trimestres et dans les années à venir. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est simplement un contexte qui se tend un peu et qui est assez incertain et qui sous-tend la stratégie de l'entreprise. Alors, je vais passer aux résultats de l'année 2023 que vous connaissez puisqu'ils sont maintenant, ils ont un trimestre d'existence. Mais 2023 était une belle année pour Coface avec un résultat de 240 millions d'euros. Une croissance, j'allais dire embarquée, parce que vous savez que Coface se porte bien en général quand il y a de l'inflation, donc une croissance qui était moins forte que celle de 2022, mais qui reste tout à fait respectable à 6%, avec une croissance de l'activité d'assurance à 5%, je dirais un début de changement de régime puisque l'activité des clients est devenue négative au deuxième semestre, donc on a vu un très net ralentissement à partir du milieu de l'année 2023. Correspondant à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Coface, dans ce contexte, s'est très bien défendu. Le niveau des clients, de la rétention des clients a été un record historique pour l'entreprise. Les prix de l'assurance crédit sont en baisse, un petit peu moins en baisse que l'année 2022, mais néanmoins en baisse, parce que le marché reste très concurrentiel. Les services d'information, vous savez, c'est une des principales diversifications dans lesquelles nous nous sommes lancés. Eux ont connu une croissance à 17%, donc commence à faire la différence par rapport à la croissance des primes. Je dirais les services de recouvrement également. Un ratio de sinistralité à 37% ou presque 38% qui était meilleur que 2022 d'environ 2 points. Un ratio combiné à 64% dont je peux dire qu'il est le meilleur de l'industrie de l'assurance crédit et de façon significative. Qui se traduit aussi, qui est supporté par un ratio de coût qui, lui, continue de s'améliorer. C'était la 6e année ou 7e année consécutive que le ratio d'exploitation en coût s'améliore à 26,6%. Et donc un résultat à 240 millions. Quelques petits changements d'organisation, mais rien de vraiment significatif. Sur la page d'après, ça se traduit par une rentabilité sur les fonds propres tangibles à 13,4%, dont je pense que c'est notre record. Le bilan est solide, la solvabilité s'établit à pas loin de 200%.
donc au-dessus de la cible qu'on s'était fixée de 155 à 175. Nous n'avons pas changé les conditions de nos programmes de réassurance. On est suivi maintenant depuis 20 ans par un panel de réassureurs très large et très fidèle. Et simplement, je dirais que l'entreprise a continué d'exécuter son plan Build to Lead. C'était la dernière année du plan Build to Lead. Nous avons réussi la transition vers la norme IFRS 17 dans de bonnes conditions. Ça s'est passé sans secousse, sans je dirais, traumatisme. On a confirmé que ce qu'on subodorait ou ce qu'on pensait, c'est-à-dire que les ventes d'informations pourraient être une diversification intéressante pour Coface. On a confirmé que c'était vrai et que ça commence à croître. Et on a présenté depuis notre nouveau plan Power the Core, puisqu'on ne connaissait pas le nom à l'époque des résultats, qui a été très bien reçu par le marché. Vous avez dû suivre d'ailleurs depuis l'évolution du cours de bourse, qui traduit, je dirais, la confiance que le marché a démontré dans je dirais, la poursuite de notre stratégie pour les 4 années qui viennent. Sur la page d'après, juste pour revenir sur Build to Lead, puisque c'est la dernière année, vous voyez qu'on a largement dépassé les objectifs qu'on s'était fixés avec un ratio combiné dont on visait qu'il soit à moins de 80 et qui finalement les 3 ou 4 dernières années s'est établi plutôt aux alentours de 65. Un taux de distribution des résultats qui vise à être d'au moins 80%, et ça a été le cas. Un ratio de solvabilité entre 155 et 175, on est plutôt aux alentours de 200, on va dire, et une rentabilité qui s'est améliorée année après année pour dépasser ces dernières années les 9,5 qu'on s'était fixés en moyenne de cycle. Je rappelle que ce n'est pas exactement les mêmes mesures, mais c'est en moyenne de cycle. Sur le plan de la RSE, l'entreprise s'est fixée une série d'objectifs clairs, quantifiés, simples, sur lesquels elle est focalisée et qu'elle compte bien évidemment atteindre. Ils sont en vert sombre. Les principales avancées que nous avons menées au cours de l'année a consisté à continuer à renforcer notre politique d'exclusion commerciale, c'est-à-dire à arrêter de financer ou d'assurer des transactions vues comme moins vertueuses, donc tout ce qui est extraction pétrolière ou transport de produits à très forte composante carbone, on est sorti de ça. On a lancé une initiative pour allouer 500 millions d'euros d'exposition sur des projets à forte contenu vert, à l'inverse, donc ESG, en particulier dans notre ligne de produits single risk qui aide à bâtir des infrastructures sur la durée et non pas de l'assurance court terme. Et on a continué à réorienter la gestion de notre portefeuille d'actifs de façon à réduire les émissions indirectes qu'il pourrait créer, avec le but d'atteindre 30% de réduction d'ici 2025 par rapport à 2020. On a continué nos travaux pour être une société qui engage ses employés de façon importante, et on a pour la première fois dépassé significativement les benchmarks de notre industrie, et on continue de progresser vers notre objectif d'obtenir 40% de femmes dans le top 200 de l'entreprise à l'horizon 2030. Et puis, notre propre consommation de carbone, c'est un autre objectif qu'on s'est fixé, c'est de le réduire de 11%, c'est-à-dire 28% à périmètre égal, mais comme on croit, il y a une certaine croissance de nos émissions. Et pour ça, ça consiste à réduire nos bureaux, nos transports et être plus efficace sur la gestion de nos outils essentiellement technologiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que nous pouvons créer nous-mêmes. Donc voilà, l'entreprise s'organise. Je crois que c'est assez simple, c'est assez clair, mais ça a un impact très significatif. Ce sont quand même des chiffres significatifs pour aller dans le bon sens. Si on regarde la page suivante, on décrit la croissance par région. Vous voyez que, en fait, ce qu'on voit dans ce graphique, ce n'est ni plus ni moins que la croissance de l'économie mondiale par région. C'est-à-dire que l'Europe de l'Ouest, en 2023, continuait d'avoir une croissance en nominale significative.
Vous voyez que par contre, l'Europe du Nord, qui contient l'Allemagne, elle est en ralentissement significatif. L'Europe centrale était impactée par notre sortie de Russie, puisqu'on y a mis nos affaires je dirais en quasi runoff, hein. La Méditerranée, l'Afrique, elle, c'est la zone de l'Europe qui se porte le mieux, avec un rebond fort du tourisme, je dirais, des économies qui ont rebondi après notamment les mesures un peu sévères qu'ils avaient prises il y a quelques années après la grande crise financière. L'Amérique qui continue de se porter plutôt bien, l'Asie également, et puis l'Amérique latine, elle, qui avait été, je dirais, boostée par la croissance des prix des matières premières, qu'elles soient, comme on dit, dures ou molles, soft ou hard commodities. Donc on retrouve dans ces chiffres exactement, je dirais, une assez belle description de l'économie mondiale. Sur le plan des risques, c'était une année sans histoire, et vous savez que dans matière de risque, c'est vraiment ce qu'on aime le plus, c'est pas avoir d'histoire. Donc des risques qui se sont très bien portés sur les 4 plus grandes régions de COFAS qui sont en bas et qui sont traditionnellement les plus stables. Ça s'est très bien passé aussi sur les 3 régions plus petites mais plus volatiles, avec néanmoins une zone de tension en Amérique latine. L'Amérique latine, dont vous voyez qu'elle ne cesse de faire la une pour des questions diverses. L'année dernière, il y avait eu des cas de fraude, il y avait eu des tensions sur certains pays. On a bien sûr eu l'élection de Javier Milei en Argentine. Une forme de contrôle d'échange qui s'est mise en place qui a rendu les choses difficiles pour les importateurs. Et puis maintenant, on a ce dernier trimestre des événements climatiques. Donc c'est une région du monde qui est compliquée, mais c'est une région importante pour nous, puisque d'y être nous permet de faire des affaires dans le reste du monde. Voilà. Donc ça c'est l'année 2023. Sur la page d'après, donc je ne reviendrai pas très en détail, mais donc un ratio combiné à 64% qui est excellent, qui est bien meilleur, je dirais, que la moyenne de l'industrie, et qui se compose à la fois d'un ratio de coût à notre plus bas niveau, et certainement, je pense, le plus bas de l'industrie, à 26,6, et d'un ratio de sinistralité nette, là encore très très bon, à 37,7%. Ça a amené à 240 millions de résultats avec un taux d'imposition à peu près stable à 27%, et c'est pas loin de 51 millions de résultats au 4e trimestre. Sur la page d'après, on voit ce que je décrivais, c'est-à-dire que l'entreprise verse des dividendes, vous le voyez en haut, 227 millions chaque année, et a gagné de l'argent à nouveau en 2023, ce qui a permis de reconstituer le niveau de fonds propres. On termine à plus de 2 milliards de fonds propres, et avec un retour sur les capitaux investis, les capitaux propres tangibles moyens, à 13,4%, en amélioration par rapport à l'année 2022. La solvabilité de l'entreprise, je l'ai dit, elle est solide, elle est stable au cours du temps. Elle s'établit à pas loin de 200% du ratio de solvabilité, 200% du minimum réglementaire. Vous avez ici sur la droite des analyses de sensibilité qui montrent comment l'entreprise pourrait être affectée par des chocs, soit sur les taux, soit sur les marchés d'actions, soit sur des crises financières. Alors ce sont des modélisations, mais néanmoins elles montrent que l'entreprise aurait une bonne résilience en cas de choc. Et je crois que c'est quelque chose que à la fois les régulateurs, nous-mêmes, et bien sûr les marchés suivent de façon assez précise. Je continue par parler du début de l'année 2024, puisqu'on a déjà un trimestre derrière nous. Donc on a à nouveau fait, je dirais, un beau trimestre. Alors on voit que les choses changent un petit peu, puisqu'après une année où on avait encore de la croissance à 6%, on a cette fois-ci une décroissance des primes, qui n'est autre que le reflet du ralentissement économique dont je parlais tout à l'heure, et de la décrue de l'inflation par rapport au pic qu'on a connu ces 2 dernières années. Donc une baisse des primes de 3,3%, c'est pas quelque chose de surprenant, mais c'est néanmoins une réalité. Un niveau de rétention client qui reste très haut,
mais qui est un petit peu en deçà de ce qu'on a connu en 2023, et cela parce que le marché est très concurrentiel et aussi parce que nous avons mené des actions de contrôle des risques qui nous ont amenés à ne pas renouveler certaines polices dont nous ne comprenions pas comment nous pouvons les rendre rentables pour l'entreprise. Donc quand on est structurellement en désaccord avec nos clients et qu'on ne voit pas de possibilité de gagner de l'argent avec un compte, même sur de nombreuses années, on se dit que on n'a pas de raison de se battre pour les garder. Par contre, on voit une forte croissance des services d'information à pas loin de 22%. L'affacturage, lui, était en baisse parce que l'affacturage est très, très corrélé à l'activité d'assurance crédit. Et en plus, nous le faisons seulement dans 2 pays, en Allemagne et en Europe centrale, qui sont les 2 pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus impactés. Un ratio de sinistralité à un peu moins de 36% qui s'améliore par rapport à l'année dernière. Donc, à nouveau, une très forte performance de l'entreprise sur la sinistralité, un ratio combiné net à 63 qui est là encore très bon. Néanmoins, une hausse du ratio de coût parce que lorsque les revenus, nous sommes un peu dans la situation inverse de celle qu'on a connue ces 2 dernières années, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires ralentit, mais l'inflation embarquée dans les coûts, hausse de salaire ou bien le coût des achats de services ou de matériel auxquels nous devons faire face, eh bien, on est un peu dans la situation inverse. Le résultat net à 68,4 millions est en hausse de pas loin de 12% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Le REATE à 14,8, là encore, excellent. Et donc un bon début d'année pour ce premier trimestre du nouveau plan Power the Core. Je dirais en plus que l'entreprise continue d'investir dans ses métiers de base. Je crois que c'est le point le plus important. C'est que fort de cette performance, nous investissons de façon résolue dans notre entreprise pour préparer les années qui viennent. Sur cette page, on voit un peu plus des détails sur la croissance. Donc, j'ai déjà mentionné la croissance de l'activité d'information, la baisse des primes, les activités de recouvrement qui sont petites pour compte de tiers, pour des gens qui ne sont pas assurés, sont petites, mais elles croissent quand même de 24%. Donc, on voit qu'il y a une demande qui est plus grande maintenant sur le marché. La facturage qui est en baisse de 6, et ça reflète l'économie allemande. Et puis les accessoires de primes sont en hausse de 7%. Ça, c'est bien parce que ce sont des revenus que nous tirons des activités d'assurance et qui sont des accessoires qui ne sont pas des primes, qui ne sont pas soumis au ratio de capitaux. Le ratio combiné est encore meilleur que l'année dernière à 63%, comme je l'ai dit, avec un peu plus de coûts cette fois-ci, mais un risque qui se tient très très bien. Et un résultat net sur la page suivante, donc à 68,4 millions, en hausse de 12 points, avec un taux d'imposition très, très stable par rapport aux années précédentes, donc aucune nouvelle sur cet aspect-là. Ça constitue donc un bon niveau d'année qui nous amène à pas loin de 15% de retour sur fonds propres, encore mieux que l'an dernier, je dirais. Donc un bon début d'année, mais dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, de ralentissement des primes et je dirais de hausse continue de l'environnement de sinistralité, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a et avec une incertitude sur les taux et les politiques des banques centrales. Donc en fait, on reste très vigilant, on reste très prudent entre guillemets, parce que cet environnement-là est toujours sous tension. Donc tout ça pour dire que l'entreprise démarre son nouveau plan, investit de façon résolue sur les axes de ce nouveau plan. On voit dans les résultats du premier trimestre 3 choses. On voit un environnement qui ralentit, donc on le voit dans nos comptes. On voit une stratégie de diversification qui commence à montrer ses résultats, puisqu'on a une croissance de 21% sur les services d'information, là où les primes sont en décroissance de 3%, donc il y a un écart qui se creuse. Et puis on voit que l'entreprise, malgré ses marchés un peu ralentis et cette hausse de la sinistralité, tire bien son épingle du jeu, donc il y a un bon niveau d'exécution et on continue d'investir à la fois sur la technologie et sur la distribution.
Voilà ce que je peux vous dire. Je repasse la parole au président. Et peut-être à Fala Gervais pour parler de la performance de l'action. Donc, on va commencer par la structure de l'actionnariat. Vous voyez en page 37. La structure n'a pas beaucoup changé en soi, puisqu'en fait, notre actionnaire de référence, Arch, détient toujours un peu moins de 30%. Et la partie listée, donc publique, pas loin de 69%, puisqu'effectivement, on a une partie pas loin d'1% détenue par les employés de Coface. En termes de répartition géographique, vous voyez que c'est surtout US 29%, Royaume-Uni 22% et plutôt Europe continentale. Donc c'est quand même très 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 focalisé sur les pays développés. Le capital social, bien entendu, n'a pas changé et le nombre d'actions non plus. On a 150 millions d'actions. En termes de cours de bourse, vous voyez qu'en fait, alors si je me réfère sur 2023, effectivement, ça a un peu bougé et ça a bien repris depuis 2024, notamment, alors il y a 2 événements, il y a le résultat 2023, il y a également la présentation de notre plan stratégique Power the Core qui s'est fait le 7 mars. Ça a été très bien reçu par le marché, par tous les marchés financiers, avec un cours de bourse qui a bien progressé depuis, qui s'est bien maintenu tout au long du mois de mars et jusqu'à présent. Donc, vous voyez la progression, je pense que vous avez pu apprécier également, les chers actionnaires, jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça va continuer comme ça, j'espère. Voilà. En termes de, si on doit comparer en fait la performance de notre cours de bourse par rapport à nos pairs, notamment nos pairs assurantiels et des institutions financières, on est vraiment dans le top 3 en termes de performance. Très bien, merci beaucoup Fala. Il nous reste à écouter le rapport de commissaire aux comptes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les actionnaires, donc au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets Mazars et Deloitte, donc j'ai l'honneur de vous rendre compte de notre mission et de vous présenter les rapports que nous avons établis à votre attention dans le cadre de l'Assemblée générale qui se tient aujourd'hui. Donc ces rapports, ils ont été tenus à votre disposition par la société. Ils figurent dans le document d'enregistrement universel qui vous a été remis. Donc on a 7 rapports cette année, ils ont été signés en date du 4 avril dernier. Donc je vous propose, conformément à l'usage de cette assemblée, de ne pas en faire une lecture détaillée, mais plutôt une lecture abrégée, en commençant par les rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés. Donc ces rapports, ils figurent pages 219 et 225 du document d'enregistrement universel. Nous rappelons au titre de ces rapports que nous avons couvert les points suivants. D'abord, les comptes annuels de votre société ont été préparés selon les principes comptables français pour ce qui est des comptes annuels. Ce sont les principes IFRS qui sont appliqués pour les comptes consolidés. L'objectif fondamental de notre mission, c'est d'obtenir, conformément aux normes d'exercice professionnel, une assurance raisonnable sur la sincérité et la régularité des comptes, ainsi que de vérifier que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives. En application des dispositions du Code de commerce relatives à la justification des appréciations, nous mentionnons dans nos rapports les points clés de l'audit. Pour les comptes annuels, il s'agit de l'évaluation des titres de participation. Et pour les comptes consolidés, nous avons 3 points clés de l'audit. Le premier concerne la première application de la norme IFRS 17 sur les contrats d'assurance, qui a donc eu un impact positif de 91 millions d'euros au 1er janvier 2022. Le deuxième point, c'est l'évaluation des passifs assurances selon cette nouvelle norme à la date du 31 décembre 2023. Et le troisième point concerne l'incidence de l'application de la nouvelle norme également IFRS 9 sur les instruments financiers qui est entrée en vigueur en même temps que la norme IFRS 17 pour les compagnies d'assurance. Donc dans notre rapport, nous avons décrit les travaux et procédures d'audit que nous avons conduits pour couvrir ces différents sujets.
Donc sur ces bases, nous exprimons une opinion sans réserve sur les comptes annuels de votre société et également sur les comptes consolidés du groupe à la date du 31 décembre 2023. Nous avons formulé une observation pour attirer l'attention du lecteur sur les changements de méthode comptable qui résultent de l'implémentation des nouvelles normes dont je viens de parler. Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques qui sont prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels et consolidés des informations qui ont été communiquées dans le rapport de gestion. Alors, nous avons les autres rapports et tout d'abord le rapport sur les conventions réglementées. Il fait l'objet de la 5e résolution, figure à la page 368 du document d'enregistrement universel. Dans ce rapport, nous présentons les caractéristiques et modalités des conventions, ainsi que les motifs qui justifient l'intérêt pour la société de ces contrats pour lesquels nous avons été avisés ou dont nous avons eu connaissance au cours de nos travaux. En l'occurrence, il n'y a pas eu de nouvelle convention cette année, mais une convention qui s'est poursuivie et qui concerne la garantie donnée par Compagnie française du commerce extérieur à Coface SA dans le cadre de la dette subordonnée, dont aujourd'hui, après un amortissement partiel, il reste 226 millions à régler. Et cette garantie est rémunérée au prix de 0,2% du montant restant dû. Nous avons ensuite les rapports dans le cadre de la partie extraordinaire de cette assemblée. D'abord, un rapport sur la réduction de capital qui est proposé à la résolution numéro 13, c'est la page 369 du document d'enregistrement universel. Donc, il est proposé de déléguer à votre conseil pour une durée de 26 mois la possibilité d'annuler dans la limite de 10% du capital social et pour une période de 24 mois les actions propres qui ont été rachetées par la société. Donc, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction de capital qui est proposée. Nous avons ensuite un rapport qui concerne les résolutions 15 à 18. Donc, c'est l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières pouvant donner accès au capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. Donc, il y a une délégation de compétences qui est proposée à votre conseil. Celle-ci serait octroyée pour une durée de 26 mois avec certains plafonds, et en particulier un plafond global de 115 millions d'euros pour les émissions de capital et 500 millions pour les titres de créance. Donc, nous n'avons pas d'observation à faire sur les modalités de détermination du prix d'émission qui sont mentionnées dans le rapport du Conseil pour les résolutions 16 et 17. Et nous ne donnons pas d'avis sur les résolutions 15 et 18 dans la mesure où les modalités de détermination n'ont pas été précisées. En tout état de cause, les conditions définitives de ces opérations n'étant pas fixées, nous émettrons un rapport complémentaire quand les autorisations seront mises en œuvre. Et j'arrive presque à la fin. Nous présentons ensuite 2 rapports sur la délégation de pouvoir qui est consentie à votre conseil concernant des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservé d'une part aux salariés adhérents du plan d'épargne d'entreprise et d'autre part à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires, salariés ou mandataires sociaux. Pour ces 2 opérations, on a un plafond spécifique commun de 3,2 millions d'euros qui a été fixé. C'est une délégation pour 26 mois concernant la 19e résolution et 18 mois pour la 20e. Les conditions définitives de cette opération ne sont pas non plus fixées et donc nous émettrons un rapport complémentaire quand elles le seront. Au nom du Collège des commissaires aux comptes, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Pauly. Donc, nous avons la séquence gouvernance. La gouvernance de votre société n'a pas été modifiée cette année. Donc, nous avons bien entendu l'Assemblée générale des actionnaires qui nomme ou révoque les membres du conseil d'administration qui, à leur tour, nomment le directeur général et supervise l'activité, la définition de la stratégie de la société et la bonne exécution de cette stratégie. Le conseil d'administration n'a pas varié dans sa composition, donc il est toujours composé de 10 membres dont j'ai l'honneur de présider, Nous avons 10 administrateurs. Nous avons 60% des administrateurs qui sont indépendants, un parfait équilibre de moitié-moitié entre les hommes et les femmes.
et 50% d'administrateurs qui sont étrangers. Les travaux du Conseil sont soutenus par 3 comités spécialisés, le comité des comptes et de l'audit, le comité des risques et le comité des rémunérations, sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Donc, l'activité du conseil d'administration, comme vous le savez, c'est l'organe qui détermine ou qui valide les orientations stratégiques de l'activité et qui veille à la bonne mise en œuvre de ces activités. Le comité s'est réuni 9 fois en 2023 et avec un taux d'assiduité moyen de 90%. Donc, au-delà des travaux classiques de la société, de l'examen des comptes annuels, de la proposition de l'approbation du budget, nous avons 2 points importants cette année. Donc, c'était d'une part la validation du nouveau plan stratégique présenté par Xavier Durand, et donc, qu'il vient de citer, donc au Power de Core. Et nous avons consacré beaucoup de temps à la compréhension et la validation de l'installation de la nouvelle norme comptable IFRS 17. Vous n'avez peut-être pas idée de ce que ça représente. C'est un vrai travail. Nous avons été des bons élèves. On a suivi de cours avec notamment la fantastique implication de l'équipe de Fola Gervais, qui non seulement ils sont compétents techniquement, mais en plus bons pédagogues, patients. Donc, ils nous ont fait comprendre l'évolution de la norme, les conséquences. Et nous arrivons même à comprendre l'évolution des chiffres d'une norme à l'autre. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter parce que ça a été un travail énorme pour l'équipe et en plus, ça a été rendu digeste pour nous autres. Donc, en dehors de ça, nous avons évidemment travaillé sur la politique de rémunération de la société que nous avons validée et nous avons notamment autorisé une émission obligataire d'obligations subordonnées en 2023. Donc, dans nos travaux, on est soutenu par les 3 comités spécialisés que je citais tout à l'heure. Donc, d'abord, le comité de compte et de l'audit, qui, entre parenthèses, a été celui qui a vraiment travaillé sur la nouvelle norme comptable. Donc, sa mission est évidemment de s'assurer de la pertinence et de la cohérence des éléments chiffrés qui sont mis et publiés par la société et qui donnent une image fidèle des résultats et du suivi de la stratégie. Le comité est composé de 3 membres, présidés par Laetitia Léonard. 2 des membres sont indépendants. Il s'est réuni à 5 reprises de façon officielle, à mon avis un peu plus à l'occasion de tous les travaux concernant les normes, mais de façon moins formelle, et avec un taux d'assiduité moyen de 100%. Le comité des risques est lui présidé par Nathalie Lomont. Sa mission, comme le nom l'indique, est de superviser l'ensemble des risques de la société. Le point important majeur est la définition de la cartographie de risque et l'approbation de la cartographie qui est définie par la société, valider l'appétit au risque qui est, disons, proposé par le comité exécutif, et également participer et valider à la composition des différents rapports réglementaires qui sont publiés par la société. Un point, disons, de focalisation important cette année, comme dans les autres, mais qui est devenu une focalisation récurrente dans la plupart des sociétés aujourd'hui. Donc, c'est l'attention au risque de cybercriminalité qui sont particulièrement présents dans notre environnement. Le 3e comité est le comité des nominations des rémunérations et désormais de la RSE. En 2023,
nous avons modifié, disons, le scope d'intervention de ce comité pour ajouter également la RSE. Ce comité est présidé par Sharon Macbeth, dont j'ai cité tout à l'heure l'absence, puisqu'elle ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Et donc, ce comité a pour mission tout particulièrement de superviser, valider les modalités de rémunération des mandataires sociaux, participer et proposer la nomination de nouveaux mandataires, valider la politique de rémunération du directeur général ex ante, confirmer les conséquences ex post, participer et valider les plans de succession, y compris des comités exécutifs de la société. Et bien entendu, cette année, un point majeur a été la préparation du renouvellement du mandat du directeur général et de sa politique de rémunération. Donc ça me permet de passer tout naturellement au chapitre suivant qu'aurait présenté Sharon si elle avait été parmi nous, donc qui est la politique de rémunération. Avant cela, donc je tiens donc à nous féliciter du renouvellement de Xavier Durand en tant que directeur général, qui a été donc approuvé par le conseil d'administration au mois de mars. Moi, en tant que président du conseil, je tiens vraiment à me féliciter de ce renouvellement, puisque vous le savez, vous en êtes témoin. Xavier a conduit avec beaucoup de succès l'évolution de Coface depuis 8 ans. C'est son 3e mandat qui va commencer, avec une transformation majeure de l'entreprise et une modernisation très importante. Une reprise de la croissance, de résultats financiers en font preuve, et puis une définition de stratégie validée bien entendu par le Conseil, mais c'est une définition des plans stratégiques qui sont non seulement compris et validés en interne par la société, mais salués par le marché, comme vient de le rappeler Fala il y a quelques minutes. Donc, nous avons proposé à Xavier, qui a accepté, de repartir et de poursuivre l'aventure pour un nouveau mandat. Et donc, nous en avons approuvé la poursuite au mois de mars. Donc, comme conséquence de la politique de rémunération qui avait été validée ex ante en 2023, les conséquences en 2023, la rémunération était donc d'un salaire fixe de 750 000 €, une rémunération variable qui reflète les extraordinaires réussites des résultats en 2023, donc qui va même au-delà de l'objectif. C'est traduit par une rémunération variable de 1 259 000 €, ainsi qu'une attribution de 750 000 € d'actions de performance soumises à conditions par la suite. Donc, la rémunération 2023 de M. Durand a été 25% de salaire fixe et 75%, donc un peu 3/4 de sa rémunération, sont liés à des résultats et un alignement avec les intérêts de la société et de ses actionnaires. Donc, pour 2024, nous avons travaillé à l'aide du comité de rémunération et de nomination. On a poursuivi des travaux pour définir la nouvelle rémunération à compter de 2024. Donc, je vous rappelle que nous avons le principe, conformément aux recommandations de AFET-MEDEF, d'avoir un salaire fixe qui est stable pendant la durée du mandat. Donc, ça a été le cas. Le salaire fixe de M. Durand avait été fixé il y a 4 ans, en 2020, et celui-ci est porté pour la période 2024-2028. Donc, nous avons défini à nouveau. Alors, la structure globale, sur laquelle je reviens après, est restée inchangée. Donc, nous avons modifié le salaire fixe avec une rémunération variable qui, en fonction des objectifs
quantitatif et qualitatif devrait arriver à 100% du salaire fixe, pouvant le dépasser si, comme en 2023, les résultats dépassent les attentes de nous tous, et donc on s'en félicitera. Et ensuite, cette rémunération variable et fixe est complétée par une rémunération variable à long terme par l'attribution de actions de performance pouvant aller jusqu'à 170% du salaire fixe. Donc, dans sa structure de principe, la rémunération variable, la rémunération globale de Xavier Durand sera à 73% en principe représenté par des montants variables et 27% fixes. Les rémunérations variables à long terme qui sont, si besoin était, destiné à renforcer l'alignement des intérêts des actionnaires de la société et de sa direction et de son directeur général. Donc, correspond à des critères de long terme. Les deux plus importants concernant le bénéfice net par action et la performance de l'action COFAS, mesuré par le TSR, qui est donc la comparaison de la performance de l'action de COFAS par rapport à ses pairs. Donc ces deux magnitudes représentent 70% des critères à utiliser pour l'attribution définitive des actions le moment venu. Les deux autres critères étant la proportion des femmes dans le top management et la réduction des émissions dans les portefeuilles d'investissement de la société. Donc, pour juste fixer les idées, la synthèse de la rémunération, si vous pouvez montrer la page suivante. Voilà. Donc, on a une rémunération en 3 blocs, globalement. Une rémunération fixe, une rémunération variable totale, soit annuelle, soit à long terme, et le classique avantage en nature qui était déjà dans le passé et qui sont maintenus. Pour ce qui est de la rémunération des mandataires sociaux non exécutifs, donc je vous en rends compte également, il y a une structure et des montants que vous aviez validés l'année dernière qui sont maintenus, donc une rémunération fixe pour le président du conseil, les rémunérations des membres en dehors du président, les membres du conseil ont une rémunération fixe qui est dépendante du fait qu'il soit président d'un comité spécialisé ou pas, et une rémunération variable en fonction de la présence aux réunions des comités spécialisés et du conseil, limitée, donc plafonnée à un nombre de séances maximum de 5. Et donc, le global de cette rémunération au titre de mandataires sociaux en 2023 aura été de 409 000 €. Il n'est pas prévu de modification pour la structure de rémunération des mandataires sociaux en 2024, avec une exception, c'est que nous avons aligné celle de la présidente du comité des nominations pour l'aligner à celle du comité des autres comités, puisque pour des raisons historiques, elle était inférieure, je ne sais pas pourquoi. Et donc, nous avons profité de l'élargissement du scope de ce comité, puisque nous avons inclus tous les travaux concernant la RSE pour l'aligner. Donc, le président des comités spécialisés ont une part fixe de 17 000 €, une part variable qui dépend donc de la présence de 3 000 € par réunion. Et les membres, c'est une partie fixe de 5 000 € et 2 000 € de part variable. Voilà, donc en dehors de cette petite modification, tout le reste est inchangé. Voilà, donc j'ai fini ma présentation des travaux des comités de rémunération et du conseil.
je pense que vous pouvez vous joindre à nous dans la réussite, enfin dans la congratulation sur la façon dont la société a été conduite l'année dernière, et nous espérons bien entendu que ça va se poursuivre dans les années qui viennent. Avant de procéder à la présentation détaillée des résolutions et à leur vote, je vous propose d'ouvrir une séance de questions-réponses. Nous n'avons pas de réponses écrites. Non. Pardon, des questions écrites, excusez-moi. On n'a pas reçu des questions écrites. Donc, si vous le souhaitez, vous avez la parole pour des questions orales auxquelles on s'efforcera de répondre. J'espère, oui, parce que comme c'est transmis par Teams, on a besoin de... Il y a un monsieur ici. Oui, bonjour, Bernard Imbert, actionnaire individuel. Merci beaucoup pour cette présentation, ces explications. Moi, j'ai une question très simple, c'est le premier trimestre 2024. Vous avez une activité qui baisse de presque 2 points et un résultat net qui augmente de 12 points. Quelle est votre recette pour arriver à un résultat pareil? Enfin, je crois que c'est très simple. En fait, c'est le niveau des risques. C'est le niveau de la sinistralité enregistrée par l'entreprise qui fait la différence. Enfin, dans notre métier, c'est la principale. Enfin, notre métier, c'est de gérer les risques. Et en fait, même une partie des coûts qu'on a dans le compte d'exploitation sont des coûts qui ne visent qu'à gérer les risques et à les maîtriser. Donc, le chiffre d'affaires, il croît ou il décroît en fonction de 3 choses. Très simplement, c'est combien de clients nouveaux on acquiert dans l'année, combien de clients on perd dans l'année, quelle est l'évolution des prix de nos marchés, qui sont en général négatifs, parce que c'est un marché, et puis ce qu'on appelle le niveau d'activité de nos clients, qui est en fait l'évolution de leur propre chiffre d'affaires. Là, on est complètement dépendant, j'allais dire, de l'économie mondiale, puisqu'avec 700 milliards de risques sur 5 millions de lignes différentes dans 200 pays, plus ou moins, on représente un bon proxy de l'économie mondiale. Donc ça, on ne le contrôle pas vraiment. Donc ça a tendance à évoluer à la hausse ou à la baisse. On contrôle nos coûts, mais encore une fois, une grande partie de ces coûts sont liés à la gestion du risque. Donc j'ai tendance à vouloir continuer à investir de façon résolue, parce que essayer d'économiser des bouts de chandelle pour moins bien contrôler les risques, ça n'a pas de sens. Et puis après, il y a le résultat sur les risques. Et c'est ça vraiment qui fait, je crois, la différence chez Coface. Bonjour, Thierry Collard. Donc, oui, félicitations pour l'année passée. Donc, j'avais une première question qui était la même. Et la deuxième, c'est par rapport au plan stratégique. On vous dit qu'il a été très bien accueilli. Alors, moi, je l'ai trouvé plutôt décevant ou timide, parce que certes, les seuils que vous fixez sont légèrement supérieurs à ceux du plan précédent, mais les résultats 2023 pulvérisent largement les objectifs du plan stratégique. Donc, allez-vous le pulvériser aussi, ou qu'est-ce qui vous rend si pessimiste? Quel scénario pourrait conduire à des seuils en forte baisse, en fait, en quelque sorte? En fait, si vous voulez, alors, Coface, notre métier, c'est vraiment de gérer les risques. Et comme on vient de le voir, ces risques, ils sont en bonne partie déterminés par l'environnement économique. C'est-à-dire que c'est très difficile à prévoir. Nous, on est là prêt à faire face à des scénarios divers et variés, et c'est ce à quoi on se prépare en permanence. Les prévisions, enfin les objectifs quantitatifs qu'on donne, les guidances qu'on donne, sont des guidances à travers le cycle. Donc elles intègrent les bons et les mauvais jours, entre guillemets. Et on a pris une optique. Quand je suis arrivé en 2016, on s'est dit, on va pas se mettre dans une espèce de seringue où on va s'engager sur des chiffres hyper tendus chaque année en se disant qu'on va essayer de les atteindre à tout prix, parce que c'est un peu contraire à l'intérêt de la société. Pour essayer d'expliquer plus clairement, lorsque les risques sont élevés, tout le monde, en général, commence à prendre peur et à serrer, et c'est là que les prix remontent, et c'est là qu'on fait parfois les meilleures affaires. Quand tout va bien et que tout le monde a des bons résultats, les prix baissent, et c'est pas forcément le moment où il faut croître.
Donc, il nous faut, pour arriver à gérer cette cyclicalité de façon intelligente et créer de la valeur à travers le cycle, il nous faut de la flexibilité. Il faut être capable de jouer nos cartes sans être absolument tenu à délivrer un certain chiffre à un instant donné, et puis devoir éventuellement faire un profit warning parce qu'on n'y est pas arrivé, ou alors faire des choses un peu idiotes pour y arriver. Et donc on a pris cette optique-là, et je pense qu'elle nous a bien servi, la preuve dans les résultats. Après, encore une fois, on compare des résultats instantanés à des résultats de moyenne de cycle qui sont là une notion différente. D'autres questions? Non. En tout cas, merci de ces questions, parce que là, vous avez touché au cœur du métier de COFACE. Hein. C'est vraiment... J'ai presque envie de citer le début d'Anna Karénine. Les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Les familles sans histoire, pas beaucoup. Oui, d'ailleurs, c'est un peu dramatique la fin. À la fin. Un peu inutile d'ailleurs, non? Ceux qui s'en souviennent. Ben, écoutez, moi, en fait, je pense que la tonalité de notre réunion reflète bien la qualité du travail accompli. Donc, moi, je maintiens, je confirme notre soutien du plan stratégique qui a été présenté il y a quelques semaines de façon publique, qui conduit une activité qui est vraiment ambitieuse et qui va continuer à faire transformer profondément les métiers de la société. En tout cas, merci beaucoup de vos questions, courtes mais intenses. Et donc, je vais peut-être passer la parole à Carole Litton pour qu'on procède au vote des différentes résolutions. Oui, je vais les présenter très brièvement. Donc, votre Assemblée se prononce cette année sur 21 résolutions, 12 à caractère ordinaire et 9 à caractère extraordinaire. Alors, la première résolution porte sur l'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023. Il est arrivé à un résultat net de 208 millions d'euros. La deuxième résolution porte sur l'approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023, avec un résultat net part du groupe de 240 millions 500 000. La troisième résolution porte sur l'affectation du résultat de 2023 et la mise en paiement du dividende. Donc, je rappelle que la proposition est de verser aux actionnaires un montant de 193 708 957 €, soit un dividende de 1,30 € par action. Le détachement du dividende est fixé au 22 mai et la mise en paiement au 24 mai. La quatrième résolution porte sur l'autorisation au conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la société, ce qui, en termes plus simples, il s'agit d'acheter les actions de la société. Chaque année, vous savez que la société a un programme de rachat qui décrit de manière détaillée les différentes circonstances dans lesquelles ces achats peuvent se permettre, en particulier favoriser la liquidité et animer le marché des titres dans le cadre d'un contrat de liquidité, attribuer des actions de performance aux mandataires sociaux et aux salariés de la société, notamment. Et il est important de noter donc que le Conseil s'interdit de faire usage de cette autorisation à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les actions de la société. La cinquième résolution porte sur l'approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, dont le contenu a déjà été décrit par les commissaires aux comptes. La sixième, septième et huitième résolution, ce sont les résolutions portant sur les rémunérations ex post des dirigeants non mandataires.
du président et du directeur général, donc au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les 9e, 10e et 11e résolutions portent sur les rémunérations ex ante, donc sur la politique de rémunération pour les membres du Conseil, le président et le directeur général pour l'exercice 2024. Et la 12e résolution porte sur la nomination d'un auditeur des informations en matière de durabilité et il est donc proposé de nommer la société Deloitte en qualité d'auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour une durée d'un exercice, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Dans la transposition en droit français des dispositions relatives à la CSRD, il a été prévu pour la nomination des commissaires aux comptes des dispositions un peu dérogatoires en matière de délai, puisque la nomination pour un délai de 6 ans n'est qu'une des possibilités. Une des autres possibilités qui a été choisie par la société étant de faire coïncider cette nomination avec l'expiration du mandat de la société au titre de son mandat de commissaire aux comptes des informations financières classiques. Donc, il y a également 9 résolutions à caractère extraordinaire. Donc, la première, c'est l'autorisation au Conseil en vue de réduire le capital social de la société par annulation des actions détenues en propre. Donc, l'annulation, je rappelle, est possible dans la limite de 10% du capital social par période de 24 mois et cette résolution aurait une durée de 26 mois. La 14e résolution, c'est la délégation de compétences en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, avec un plafond de 75 millions d'euros qui représente 25% du capital pendant une durée de 26 mois. Et c'est également une délégation qui ne serait pas utilisable en période d'offre publique. La 15e résolution porte donc sur la délégation de compétences en vue d'augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, avec un plafond de 115 millions d'euros, ce qui représente 38% du capital, ce qui est tout à fait conforme à la pratique de place. Et cette résolution aurait une durée de 26 mois, non utilisable en cas d'offre publique. La 16e résolution porte sur une opération identique, mais alors cette fois-ci avec suppression du droit préférentiel de souscription et donc un plafond de 29 millions, beaucoup plus bas, donc de 9,5% du capital social, qui là encore correspond aux règles communément appliquées en la matière, durée de 26 mois, délégation non utilisable en période d'offre publique. La 17e résolution porte sur la délégation de compétences en vue d'augmenter le capital social dans le cadre d'opérations donnant accès à des titres de capital dans le cadre d'offres au public, visé au 1 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Ici aussi, le plafond commun réservé à toutes les augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec une durée de 6 mois. La 18e résolution porte sur la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions donnant accès à d'autres titres de capital. En rémunération d'apport en nature avec un plafond de 29 millions, délégation non utilisable en période d'offre publique. La 19e et la 20e résolution sont relatives à des augmentations de capital réservées aux salariés. La 19e vise des augmentations de capital à des salariés français adhérant à un plan d'épargne d'entreprise avec un plafond de 3,2 millions d'euros qui représente 1%, et ce plafond est commun avec celui de la 20e résolution qui cette fois-ci vise des salariés étrangers non adhérents à un plan d'épargne d'entreprise et qui sont salariés des sociétés COFAS situées hors de France également et pour une durée de 18 mois.
La 21e résolution porte sur l'attribution de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités nécessaires. Alors, maintenant, je pense qu'il revient à ceux d'entre vous qui n'ont pas voté de voter. Je crois qu'il y a des papiers. Voilà. Donc voilà, il faut juste le temps maintenant qu'on ramasse ces papiers. D'accord. Que Uptevia les entre dans son système et je viendrai vous donner le résultat final des votes. C'est un peu artisanal. Ce niveau-là de ce type de nombre, le manuel reste le plus efficace. Oui. Enfin, en tout cas, de moi.
Simplement pour. Parce que comme les abstentions ne comptent plus. Une obsession. Bien. Nous avons les résultats définitifs des votes. Donc, toutes les résolutions ont été adoptées. Je vais vous donner le détail. La résolution numéro 1 sur les comptes sociaux a été adoptée avec 99,818% de voix pour. La résolution numéro 2 sur les comptes consolidés a été adoptée avec ce même pourcentage. La résolution numéro 3 sur l'affectation du résultat et le dividende a été adoptée à 99,989%. Pas mal. La résolution numéro 4, l'autorisation d'opérer sur les actions, a été adoptée à 99,845%. La résolution numéro 5 sur le rapport des commissaires aux comptes a été adoptée à 99,970%. La résolution numéro 6 sur la rémunération des administrateurs non dirigeants, donc pour l'exercice 23, a été adoptée à 98,547%. La même résolution ex post pour la rémunération du président à 99,874%. La rémunération 2023 du directeur général a été adoptée à 96,996%. La résolution numéro 9 qui porte sur la politique de rémunération ex ante pour les administrateurs au titre de 2024 a été adoptée à 99,851%. La résolution numéro 10 sur la politique de rémunération du président du conseil d'administration pour 2024 adoptée à 99,801%. La résolution numéro 11 sur la rémunération ex ante du directeur général pour l'exercice 2024 a été adoptée à 66,982%. La résolution numéro 12 sur la nomination d'un auditeur de durabilité adoptée à 99,867%. La résolution numéro 13, l'autorisation au Conseil pour procéder à des réductions de capital par annulation d'actions à 99,714%. La résolution numéro 14, augmentation de capital par incorporation de réserves, 99,930%. La résolution numéro 15, délégation de compétences pour augmentation de capital avec maintien du DPS à 90,688%.
La résolution numéro 16, délégation de compétences pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public autre que celle visée à l'article L 411-2, article 1, a obtenu 87,369%. La résolution numéro 17, qui est la même qu'avant, mais dans le cadre d'offres au public, visée cette fois à l'article 1 de l'article L 411-2 du Code monétaire et financier, a été adoptée avec un pourcentage de 87,145%. La résolution numéro 18, augmentation de capital par rémunération d'apports en nature, a été adoptée à 91,823%. La résolution numéro 19, augmentation de capital réservé aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise, adoptée à 99,427%. La résolution numéro 20, c'est l'augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires déterminés qui est destinée à attribuer des actions, enfin à permettre à des salariés étrangers de souscrire à une augmentation de capital, a été adoptée à 99,393%. Et enfin, la résolution numéro 21 sur l'attribution de pouvoir, adoptée à 99,985%. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Et je vous remercie de votre présence et j'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.